Et si certaines des inventions les plus interdites de l'histoire moderne n'avaient jamais été destinées à nous faciliter la vie, mais à révéler des choses que les yeux humains n'auraient jamais dû voir, pas des machines de confort, mais des machines d'exposition, des dispositifs qui semblaient détecter l'aura des mourants, le résidu d'émotions, voire des signaux provenant de réalités juste au-delà de la nôtre. Et si même l'une d'entre elles fonctionnait vraiment, alors quelle part de notre monde a été cachée à la vue de tous? Pour comprendre jusqu'où ce schéma s'étend, nous devons commencer par l'une des inventions les plus étranges et les plus troublantes jamais photographiées. Une machine qui pourrait avoir capturé l'énergie de la vie elle-même. Top 1. La caméra de Kurian. En 1939, au sein d'un modeste laboratoire soviétique à Krasnodar, en Russie, un technicien de maintenance nommé Semyon Kurian et sa femme Valentina firent une découverte qui allait hanter les frontières de la science pendant des décennies. Alors qu'ils réparaient des équipements électriques à haute fréquence utilisés dans les hôpitaux, Kurian remarqua quelque chose de profondément inhabituel. Lorsqu'un patient entrait en contact avec un circuit à haute tension, sans douleur ni dommage visible, il émettait un bref flash de lumière. La plupart des gens l'auraient ignoré. Les Kurian firent l'inverse. Ils recréèrent les conditions en utilisant des plaques photographiques et des champs électriques, et ce qui apparut sur la pellicule ne ressemblait en rien à ce qu'ils attendaient. Des feuilles, des insectes et même des bouts de doigts humains émergèrent entourés de halos incandescents de lumière colorée, vifs, éthérés et d'une constance troublante. Kurian croyait avoir trouvé un moyen de capturer quelque chose que l'œil nu ne pourrait jamais voir, le champ d'énergie vivante de la matière elle-même. Et plus il s'enfonçait, plus les résultats devenaient étranges. Sous le coup d'un stress émotionnel, l'éclat d'un sujet changeait de forme et d'intensité. Lorsqu'une personne était malade, l'aura semblait plus faible, plus fine, comme si quelque chose de vital s'estompait en temps réel. Mais l'image la plus célèbre était celle qui n'aurait pas dû exister du tout. Une feuille fut déchirée en deux, seule une partie étant placée sur la plaque. Et pourtant, la photographie montrait le contour indistinct de la feuille entière, y compris la moitié manquante. Les Kurian répétèrent le test et auraient obtenu des résultats similaires. Ils l'appelèrent l'effet de la feuille fantôme. Était-ce juste de l'humidité et de l'ionisation, comme le prétendaient les scientifiques orthodoxes, ou avait-il photographié une couche cachée de la réalité qui subsistait même après la disparition de la matière? Cette question rendit la caméra impossible à ignorer. Les instituts médicaux soviétiques commencèrent à l'explorer comme outil de diagnostic, envisageant même de l'utiliser pour la détection précoce du cancer. Mais à mesure que l'intérêt grandissait, la suspicion augmentait aussi. L'appareil devint lié à la parapsychologie, au mysticisme et à l'énergie spirituelle, des sujets profondément malvenus dans le climat matérialiste de l'époque. Les financements se tarirent. L'accès fut restreint. Les images les plus fascinantes, y compris la feuille fantôme et l'aura s'effondrant des patients mourants, furent mises sous scellé. Les chercheurs hors de l'URSS se virent refuser l'accès à l'équipement original, de nombreuses plaques photographiques disparurent, et seuls des scans dégradés subsistèrent. Valentina mourut en 1972. Semyon suivit en 1980. Tous deux sombrèrent dans l'oubli, leur travail étant publiquement rejeté, mais évoqué à voix basse en privé. Et cela nous laisse avec une possibilité glaçante. Si la caméra de Kurian a véritablement capturé un champ d'information entourant la vie, alors qu'est-ce qui quitte exactement le corps quand la vie s'arrête? Et une partie de cela reste-t-elle sur place? Top 2. La lentille de conscience de Tesla. Au printemps 1895, dans un laboratoire encombré de New York, rempli de bobines, de fils de cuivre et d'arcs électriques violents, Nikola Tesla mena une expérience qui ne fit jamais partie du domaine public. À cette époque, il était déjà célèbre pour le courant alternatif et la transmission sans fil,
Mais cette machine appartenait à une catégorie bien plus étrange. Tesla avait conçu un appareil à lentilles intégrées dans un champ de résonance à haute fréquence. Publiquement, il l'appelait un filtre vibrationnel. Dans ses notes privées, cependant, il lui donna un nom bien plus inquiétant: la lentille de conscience. Sa théorie était extraordinaire. Il soupçonnait que la pensée humaine n'était pas simplement une activité électrique à l'intérieur du cerveau, mais une oscillation plus subtile, quelque chose qui pourrait être isolé du bruit de la matière ordinaire. Et si cela était vrai, alors la conscience pourrait être détectable même sans corps. L'appareil lui-même ne ressemblait à aucune lentille conventionnelle. Il était construit à partir de cristal de bismuth, de quartz polarisé et de disques métalliques superposés disposés en spirale, le tout monté dans un cadre en cuivre et placé entre deux bobines Tesla massives. Lors de l'un des derniers tests, avant que l'appareil ne soit démonté, Tesla régla la résonance sur 7,83 Hz, une fréquence souvent associée au fond électromagnétique naturel de la Terre. C'est alors qu'il se produisit quelque chose qui semble l'avoir ébranlé lui-même. Selon des fragments de ses notes, l'air à l'intérieur du champ commença à scintiller. Près du centre de la lentille, il vit une forme vacillante, un flou pulsant qui resta en suspension un instant, puis disparut. Il était seul dans la pièce. Aucun assistant ne se tenait à proximité. Personne n'aurait dû être là. Pourtant, Tesla écrivit qu'il se sentait observé. Le lendemain, il se serait effondré de ce que ses assistants décrivirent comme un épuisement nerveux. Il n'annonça jamais l'expérience publiquement, mais dans des lettres ultérieures, il laissa entendre que la conscience pourrait ne pas être créée par le cerveau du tout. Peut-être que le cerveau n'était qu'un récepteur ou un amplificateur, captant quelque chose qui existait déjà au-delà du corps. Cette possibilité change tout. Après l'incident, Tesla scella la lentille dans une boîte en acier et arrêta complètement le travail. Puis, après sa mort en 1943, le FBI saisit ses documents. Les autorités affirmèrent plus tard que rien de valeur n'avait été trouvé. Pourtant, des témoins décrivirent une caisse en bois non identifiée séparée qui fut emportée et jamais cataloguée. Alors, qu'a réellement vu Tesla à travers cette lentille? Une hallucination provoquée par l'épuisement ou l'image rémanente d'une présence sans forme physique? Car s'il a vraiment aperçu la conscience sans la matière, alors l'esprit n'est pas confiné à la chair, et les frontières entre la vie, la pensée et ce qui se trouve au-delà sont bien moins solides qu'on ne nous l'a dit. Top 3. La balance du poids de l'âme. Le 10 avril 1901, dans une chambre d'hôpital sombre du Massachusetts, le médecin Duncan McDougall prépara une expérience qui allait brouiller la ligne entre la science et quelque chose de bien plus troublant. Sa question était simple, mais presque impensable pour l'époque. Si l'âme humaine existe, a-t-elle un poids? Pour le savoir, il construisit une balance industrielle hautement sensible, calibrée aux plus petits changements mesurables, et y plaça un patient tuberculeux mourant. La pièce était scellée, contrôlée pour la température, le flux d'air et toute interférence externe. Chaque variable était prise en compte. Puis, ils attendirent. Au moment où le patient rendit son dernier souffle, il se produisit quelque chose que McDougall affirma ne pas pouvoir expliquer. L'aiguille de la balance vacilla, puis chuta. La perte totale fut enregistrée à 21 grammes. Pas quelques minutes plus tard, pas graduellement, mais dans un changement soudain au moment exact du décès. McDougall répéta l'expérience 5 fois de plus au cours des mois suivants. Dans 4 des 6 cas, il observa un schéma similaire. Une diminution rapide et inexpliquée du poids se produisant dans les secondes suivant la mort. Il insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'évaporation, ni de déplacement d'air, ni de la libération de fluides corporels. L'appareil avait été conçu spécifiquement pour éliminer ces possibilités. Ce qu'il affirma avoir observé
était quelque chose quittant le corps. La réaction fut immédiate et divisée. Les journaux firent de ces résultats un sensationnel, les qualifiant de preuves de l'âme, tandis que la communauté scientifique répondit par le scepticisme, remettant en question la taille de son échantillon, ses contrôles et la reproductibilité des résultats. Mais McDougall ne recula pas. Il soutint que, quelle que soit l'interprétation, il avait enregistré une anomalie mesurable, quelque chose de physique qui exigeait une explication. Il mena ensuite ce qui devint son test le plus controversé. Il répéta l'expérience sur 15 chiens, tous sous sédation. Dans chaque cas, il n'y eut aucune perte de poids mesurable. Pour McDougall, cela suggérait quelque chose d'unique à propos de la conscience humaine, quelque chose qui partait au moment de la mort d'une manière que la vie animale ne faisait pas. En moins d'1 an, ses financements furent retirés. Son équipement disparut lors d'un déménagement d'hôpital. Aucune revue médicale majeure n'accepta de publier l'intégralité de ses conclusions. Et pourtant, l'idée refusa de mourir. Des décennies plus tard, dans les années 1980, un groupe de chercheurs allemands aurait tenté une expérience similaire en utilisant des listes à capteurs modernes. Leurs résultats ne furent jamais publiés formellement, mais des récits suggéraient des fluctuations momentanées, au point de décès, qui ne pouvaient être expliquées par les processus physiologiques connus. Plus glaçante encore fut une note découverte dans les papiers récupérés de McDougall des années plus tard. Dans un cas, la chute de poids n'eut pas lieu à la mort, mais exactement 3 secondes avant. La note disait simplement « Départ », anticiper l'arrêt. Alors qu'est-ce que cela signifie? Si quelque chose de mesurable quitte le corps humain au moment de la mort, ou même avant, où cela va-t-il? Et qu'est-ce que nous perdons exactement? Top 4. Le récepteur de voix spirituelle. En 1959, au cœur de la campagne tranquille de Suède, un cinéaste nommé Friedrich Jürgenson entreprit de faire quelque chose de tout à fait ordinaire. Il apporta un magnétophone dans une clairière pour capturer le chant des oiseaux. L'enregistrement lui-même sembla sans incident. Mais, des heures plus tard, lorsqu'il réécouta la bande, quelque chose d'impossible se révéla. Sous les gazouillis, faibles mais indubitables, se trouvait une voix humaine. Elle parlait en norvégien. Elle l'appelait par son nom. Puis elle murmura « Fried, m'entends-tu » Jürgenson avait été seul. Personne n'avait parlé. Et pourtant, la voix était là, incrustée dans l'enregistrement comme si elle avait toujours existé juste au-delà de la perception. Ce qui commença comme une confusion se transforma rapidement en obsession. Jürgenson retourna dans la forêt, laissant de longues périodes de silence sur ses bandes, réglant les radios entre les stations où seul le statique devrait exister. Et à nouveau, les voix apparurent. Certaines étaient faibles, presque indiscernables du bruit. D'autres étaient plus claires, plus directes, répondant parfois à ses questions en temps réel. Des voix d'hommes, des voix de femmes, puis une qui l'ébranla complètement. Il crut entendre sa mère décédée lui parler. Le domaine serait plus tard appelé phénomène de voix électronique, ou PVE. Mais à l'époque, il n'y avait aucun cadre pour expliquer ce qu'il vivait. Seules les machines analogiques semblaient les capturer. Des bandes de bobine à bobine, des radios à large bande, des signaux imparfaits remplis de statique. Presque comme si les voix avaient besoin du chaos pour exister. À mesure que la nouvelle se répandait, d'autres chercheurs commencèrent à enquêter. En Allemagne, le psychologue Hans Bender reproduisit des résultats similaires dans des conditions contrôlées. En Italie, des expériences impliquant des radios à tubes, à vide modifiés, auraient capturé des phrases entières, parfois dans des langues que les chercheurs eux-mêmes ne parlaient pas. Dans un test largement discuté, une voix émergea prétendant être un parent décédé d'un participant et répondit à une question profondément personnelle avec une précision glaçante. Des témoins décrivirent des chutes soudaines de température, des perturbations dans l'équipement et le sentiment que quelque chose d'invisible était entré dans la pièce.
Mais plus les résultats devenaient constants, plus la résistance suivait. Les critiques rejetèrent le phénomène comme de la pareidolie, la tendance du cerveau à trouver des motifs dans le bruit. Les financements disparurent discrètement. Des laboratoires fermèrent. Dans un cas, un projet universitaire fut interrompu après que des enregistrements eurent capturé à plusieurs reprises le même message dans plusieurs langues. Ils écoutent. Ils vont fermer ceci. Les tentatives pour reproduire les PVE à l'aide d'appareils numériques modernes échouèrent souvent. Les algorithmes de réduction de bruit effaçaient les signaux mêmes que les chercheurs essayèrent de capturer. Seuls les systèmes plus anciens et imparfaits semblaient laisser passer les voix, suggérant que le phénomène pourrait reposer sur l'instabilité elle-même. Cela soulève une question bien plus troublante que n'importe quel enregistrement. Si ces voix ne sont pas du bruit aléatoire, ni une hallucination, ni une interférence, alors qu'est-ce qui s'exprime exactement à travers le statique? Sont-ce des fragments de mort, des échos piégés entre deux instants, ou quelque chose de toujours présent, attendant la bonne fréquence pour être entendu? Top 5. L'émetteur de biophotons. Au début des années 1970, le biophysicien allemand Fritz Albert Popp commença à enquêter sur un phénomène si faible que la plupart des scientifiques l'avaient totalement ignoré. Les cellules vivantes, découvrit-il, émettaient de minuscules rafales de lumière, non pas de la chaleur, ni des radiations aléatoires, mais des photons ultra faibles qui pulsaient avec un ordre surprenant. Au début, cela semblait insignifiant. Mais à mesure que Popp affinait ses instruments, utilisant des tubes photomultiplicateurs hautement sensibles, capables de détecter des photons uniques, un schéma commença à émerger. Ces émissions n'étaient pas chaotiques. Elles suivaient des rythmes, des séquences, presque comme une forme de communication. Il les appela biophotons, et ce qu'il suggérait était profondément troublant. Popp exposa des échantillons d'ADN à de la lumière ultraviolette et observa qu'au lieu de simplement réagir, les cellules répondaient par des émissions contrôlées, comme si elles régulaient le signal intentionnellement. Ce n'était pas de la biologie passive. Cela se comportait comme un système transmettant de l'information. À mesure que les expériences s'étendaient aux sujets humains, les résultats devenaient encore plus étranges. Lorsque des individus étaient placés dans le champ de l'émetteur, leurs motifs de biophotons changeaient en fonction de leur état émotionnel. Le stress produisait des signaux irréguliers et fragmentés. Le calme générait des impulsions cohérentes et harmoniques. C'était comme si les émotions elles-mêmes étaient traduites en lumière. Mais la découverte la plus perturbante survint lors d'expériences avec des jumeaux identiques. Lorsqu'un jumeau était stimulé par la lumière dans une pièce, l'autre jumeau, à des kilomètres de là, commençait à émettre des rythmes de biophotons identiques au même moment. Aucun lien physique, aucun mécanisme connu. Pourtant, les signaux se reflétaient parfaitement. L'émetteur évolua vers une chambre contrôlée, sombre, blindée magnétiquement et isolée des interférences externes. Les participants y signalèrent des sensations inhabituelles. Certains décrivirent des sentiments de présence, d'autres parlèrent de voir des couleurs qui n'existaient pas, ou d'entendre des sons sans source. Quelques-uns entrèrent dans des états de conscience modifiés, se rappelant des souvenirs dont ils ne se souvenaient pas consciemment. Les chercheurs commencèrent à appeler la chambre la boîte à murmures. Popp proposa que les biophotons n'étaient pas seulement des sous-produits de la vie, mais faisaient partie d'un système de communication plus rapide et plus fondamental que les signaux nerveux. Plus encore, il suggéra qu'ils pourraient représenter un champ d'information, une couche où la conscience interagit directement avec la biologie. Les implications étaient trop perturbatrices pour être ignorées et trop dangereuses pour être acceptées. Ces tentatives de publier des ensembles de données complets sur la synchronisation à distance furent rejetées, non pour une méthodologie défaillante, mais parce que les conclusions remettaient en question des postulats fondamentaux.
Les financements furent coupés. L'équipement fut confisqué sous des prétextes réglementaires. Plusieurs dispositifs disparurent complètement. D'autres chercheurs qui tentèrent de reproduire le travail signalèrent des schémas similaires, des interférences inexpliquées, des pannes d'équipement soudaines, des données incomplètes. Pourtant, l'idée persiste discrètement, circulant dans des laboratoires marginaux et des discussions théoriques. Si Pope avait ne serait-ce que partiellement raison, alors le corps humain n'est pas seulement une machine biologique, c'est un émetteur actif, échangeant constamment des informations par une lumière que nous ne pouvons pas voir. Et si les émotions peuvent devenir des signaux, alors où exactement ces signaux sont-ils envoyés, et qui ou quoi pourrait les recevoir? Top 6. Le scanner de signaux dimensionnels. En 1996, sous les monts Oural, à l'intérieur d'un bunker de la guerre froide réaménagé, une équipe de recherche privée opérant sous le nom de Project OID activa un dispositif qui n'était jamais censé attirer l'attention. Il avait été construit pour surveiller les anomalies atmosphériques à basse fréquence, les tremblements subsoniques et les rares fluctuations électromagnétiques associées à la Terre elle-même. Le système combinait des capteurs radio de qualité militaire, des amplificateurs refroidis par cryogénie et des émetteurs de champs directionnels, tous réglés pour détecter des signaux que la plupart des instruments ignoreraient. Pendant les 2 premières semaines, tout sembla normal. Puis, à la 3e semaine, à exactement 2h13 du matin, le scanner enregistra quelque chose qui n'appartenait à aucune catégorie connue. Le signal dura moins de 4 secondes. À première vue, il ressemblait à une oscillation à ultra basse fréquence, mais sa structure harmonique n'avait aucun sens. Il ne correspondait pas à une activité sismique, à la foudre, à une interférence solaire ou à tout autre phénomène atmosphérique. Lorsque l'équipe visualisa la forme d'onde, elle formait un motif qui semblait troublant de préméditation. Une spirale fractale, répétitive, mais jamais identique, comme une signature qui ne pouvait être tracée vers aucune source connue. Ils passèrent les données à travers toutes les bibliothèques de signaux disponibles. Rien ne correspondait. Lorsqu'ils tentèrent de régler à nouveau le système manuellement, ils détectèrent une seconde rafale, plus courte, mais encore plus étrange. Une distorsion temporelle y était incrustée, un retard qui s'inversait au milieu de la transmission, comme si le signal n'obéissait pas au temps linéaire. Ils nommèrent l'anomalie événement 9X. Au cours des 4 nuits suivantes, des signaux similaires apparurent, chacun légèrement différent, chacun arrivant d'une direction qui ne pouvait être alignée avec aucune origine céleste ou terrestre connue. À mesure que l'équipe réduisait l'angle de détection, elle réalisa quelque chose de profondément troublant. Le signal ne venait pas de l'espace. Il semblait entrer simultanément par le haut et par le bas, comme s'il se courbait à travers une structure repliée de la réalité elle-même. Les récepteurs numériques standards ne parvenaient pas du tout à le capturer. Seuls les composants analogiques du système original réagissaient, en particulier ceux construits avec des transducteurs à noyau de magnétite. Cela amena les chercheurs à suspecter que le signal n'était pas seulement de l'information, mais une forme d'interférence spatiale, quelque chose qui ne pouvait être détecté que par résonance plutôt que par mesure directe. À la fin de la semaine, le scientifique principal du projet, Pavel Morozov, proposa une théorie que peu osaient exprimer à haute voix. Ces signaux n'étaient pas aléatoires. C'étaient des sondes, des intersections involontaires avec une autre couche de l'existence. Dans son dernier journal, il écrivit une ligne qui circulerait plus tard discrètement parmi ceux qui étudiaient l'affaire. Ceci n'est pas un message. C'est un point de pression. Nous sommes la membrane. Puis, sans avertissement, tout s'arrêta. Les signaux disparurent. 2 jours plus tard, un incendie se déclara dans l'installation, officiellement attribué à une surcharge électrique, détruisant la majeure partie de l'équipement.
Les autorités arrivèrent, scellèrent le site et citèrent une contamination radioactive. L'équipe de recherche fut dissoute. Morozov lui-même disparut de la scène publique, son décès étant signalé peu de temps après, sans qu'aucune cause ne soit précisée. Des années plus tard, des fragments des journaux de signaux firent surface en ligne. Un spectrogramme fut analysé à l'aide de systèmes avancés de reconnaissance de forme et aurait correspondu à une structure mathématique connue sous le nom de variété de Calabi-Yau, une forme théorisée en théorie des cordes pour décrire les dimensions cachées. Si ce lien est réel, alors ce que le scanner a détecté n'était pas seulement un signal, mais une brève intersection avec quelque chose au-delà de notre compréhension tridimensionnelle. Et si de telles intersections peuvent se produire même accidentellement, alors combien de fois quelque chose provenant d'une autre couche de la réalité a-t-il effleuré la nôtre sans que nous ne le remarquions jamais? Top 7. L'amplificateur de signaux psychiques. En 1993, dans les laboratoires du sous-sol de l'Université Laurentienne en Ontario, au Canada, le neuroscientifique Dr Michael Persinger finalisait un appareil qui semblait presque trompeusement simple. Des fils, des bobines et un casque ressemblant à une coque de moto rétro. Mais derrière son apparence modeste se cachait un concept qui remettait en question l'un des postulats les plus fondamentaux sur l'esprit humain. Persinger l'appelait une interface neurothéologique. D'autres l'appelleraient, plus tard, le « casque de Dieu ». Son but n'était pas de simuler des expériences religieuses, mais d'isoler et d'amplifier les signaux subtils au sein du cerveau, des signaux qui pourraient pointer vers quelque chose au-delà de la cognition ordinaire. Au cœur du dispositif se trouvaient des solénoïdes disposés pour émettre des champs magnétiques faibles et précisément modulés, ciblant les lobes temporaux, des régions associées à l'émotion, à la mémoire et au sentiment de présence. Lorsque les participants portaient le casque, quelque chose de remarquable commençait à se produire. Beaucoup signalaient le sentiment indubitable que quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce avec eux. Pas une sensation vague, mais une présence distincte, se tenant juste derrière eux, observant en silence. Cette expérience apparaissait chez des sujets d'horizons différents, y compris des sceptiques, des athées et des individus sans attente préalable. La présence variait. Certains la décrivaient comme réconfortante, d'autres comme profondément troublante, mais elle était toujours décrite comme consciente. À mesure que Persinger étendait ses expériences, les résultats devenaient encore plus difficiles à expliquer. Certains participants vécurent ce qu'ils appelèrent une dissolution des frontières, une perte de séparation entre eux-mêmes et leur environnement. D'autres signalèrent des visions, des flashs de lumière, ou un état de conscience où la pensée semblait s'arrêter, tout en maintenant la conscience. Dans quelques cas, des participants décrivirent avoir rencontré des formes faites de lumière ou d'ombre, se tenant à quelques centimètres d'eux. Mais ce qui troubla véritablement l'équipe de recherche, ce furent les synchronicités. Lors d'expériences contrôlées, des sujets placés dans des pièces séparées commencèrent à rapporter des images mentales similaires au même moment, sans aucune communication. Lorsqu'une image émotionnellement intense était montrée à un autre sujet, isolé et ignorant tout, affichait des pics correspondants dans son activité cérébrale. Les tentatives pour bloquer les signaux externes à l'aide de cages de Faraday n'éliminèrent pas l'effet. Même des jumeaux identiques placés dans des environnements séparés montrèrent des réponses synchronisées dans certaines conditions. Persinger proposa prudemment que la conscience pourrait ne pas être confinée au cerveau du tout. Au lieu de cela, elle pourrait exister en tant que partie d'un champ électromagnétique partagé, le cerveau agissant à la fois comme récepteur et émetteur. Le casque, en ce sens, ne créait pas d'expérience. Il se branchait sur quelque chose qui était déjà là. Cette idée suscita des critiques immédiates. Certains accusèrent Persinger d'induire des hallucinations, tandis que d'autres soutinrent qu'il manipulait des esprits vulnérables. Pourtant,
Derrière le scepticisme public, l'intérêt grandit dans des cercles plus discrets. Des documents divulgués des années plus tard suggérèrent que des variations de la technologie avaient été explorées dans la recherche militaire, adaptées en systèmes capables d'influencer à distance les états émotionnels sous des programmes aux noms tels que voile silencieux. Bien que jamais confirmés officiellement, de tels rapports soulevèrent des possibilités inquiétantes sur la mesure dans laquelle la technologie aurait pu progresser. Finalement, le laboratoire de Persinger perdit ses financements et le dispositif original fut démonté. Il s'éteignit en 2018, soutenant que son travail ne prouvait pas l'existence d'entités externes, mais qu'il révélait quelque chose de profond. Si l'amplificateur de signaux psychiques fonctionnait comme il le croyait, alors les pensées ne sont pas entièrement privées. Elles peuvent dériver, raisonner et interagir au sein d'un champ partagé que nous ne comprenons pas encore. Et si cela est vrai, alors quand quelqu'un ressent une présence dans une pièce vide, est-ce vraiment son esprit qui la crée? Ou se branche-t-il brièvement sur quelque chose qui était déjà là, attendant d'être remarqué? Top 8. Le traducteur du subconscient. En 2014, un centre de recherche à la périphérie de Kyoto, au Japon, publia discrètement un court résumé dans une revue de neurosciences qui, à première vue, semblait tout à fait ordinaire. Dissimulé sous un langage technique et une méthodologie dense, se trouvait une expression qui attira l'attention de quelques lecteurs attentifs. Reconstruction visuelle de l'imagerie subconsciente pendant les états de sommeil paradoxal. Derrière cette formulation clinique se cachait une machine au but stupéfiant. Elle était conçue pour lire les rêves. Le système, appelé plus tard le traducteur du subconscient, combinait l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, en temps réel avec des algorithmes d'apprentissage automatique entraînés à associer des motifs d'activité neuronale à des formes visuelles spécifiques. Des volontaires se virent montrer des milliers d'images pendant que leur cerveau était surveillé, permettant au système d'apprendre comment certaines pensées apparaissaient sous forme de schémas neurologiques mesurables. Une fois le modèle affiné, les chercheurs passèrent à l'étape suivante. Ils laissèrent les sujets s'endormir. Ce qui se passa ensuite franchit une ligne que beaucoup pensaient être réservée à la science-fiction pour encore des décennies. Alors que les volontaires entraient en sommeil paradoxal, leur activité cérébrale était scannée en continu et le système commença à générer des reconstructions visuelles rudimentaires basées entièrement sur les données neuronales en direct. Les premiers résultats étaient bruts et instables, mais indubitablement réels. Un couloir, un visage, une main, une forêt s'estompant dans la brume. Ce n'étaient pas des graphiques aléatoires. Ils correspondaient à ce que les rêveurs décrivirent plus tard après leur réveil. Dans un cas, un sujet rêva d'une ville inconnue, et la machine restitua une ligne d'horizon qui n'avait pas été incluse dans l'ensemble d'images utilisées pour entraîner le système. Ce détail à lui seul était déjà assez troublant. Mais ce n'était que le début. À mesure que les expériences se poursuivaient, les anomalies devinrent plus difficiles à écarter. Des sujets commencèrent à signaler des rêves impliquant des langues qu'ils ne parlaient pas, des symboles qu'ils ne pouvaient expliquer, et des expériences qui ressemblaient moins à des rêves qu'à une observation depuis l'extérieur du corps. Un participant décrivit se tenir dans une pièce remplie de figures faites de verre et de fumée, communiquant sans mots. Le système restitua des formes lumineuses changeantes dont les chercheurs affirmèrent qu'elles ne faisaient pas partie de l'historique d'entraînement de l'IA. Un autre sujet rêva de descendre un escalier en spirale dans un vide bleu, et la reconstruction générée correspondait à sa description orale avant même qu'elle ne l'ait verbalisée. Puis vint le rapport le plus troublant de tous. Un volontaire, après avoir examiné des reconstructions archivées, insista sur le fait qu'une ville qu'il avait vue dans les données de quelqu'un d'autre était apparue avant qu'il ne la rêve lui-même, comme si l'espace du rêve n'était pas entièrement privé, mais partagé. En moins de 6 mois, le projet fut interrompu. Officiellement, l'explication portait sur des préoccupations éthiques
concernant l'interférence avec la mémoire et la vie privée mentale. Officieusement, l'atmosphère à l'intérieur du laboratoire avait changé. Selon les rapports d'un assistant lié au projet, plusieurs chercheurs commencèrent à faire des rêves synchronisés, impliquant la même image. Une tour isolée dans un champ vide, avec quelque chose au sommet qui les observait. Le chercheur principal se retira de toute discussion publique et fit retirer son nom de la publication finale. Les résultats complets de la machine ne furent jamais rendus publics. Des rumeurs persistèrent, selon lesquelles l'ensemble final de données aurait été transféré à un programme lié au gouvernement, axé sur la technologie d'interface cérébrale liée à la défense. Le laboratoire de Kyoto ferma ses portes et la piste se refroidit. Si le traducteur du subconscient a véritablement fait plus que décoder des rêves, alors sa réelle découverte a pu être bien plus dérangeante. Il a pu révéler que le monde des rêves n'est pas seulement un théâtre privé de la mémoire et de l'imagination, mais un terrain navigable où les esprits s'entrecroisent. Un lieu où les images arrivent avant que nous ne les créions, où les symboles existent avant que nous ne les comprenions, et où quelque chose de plus ancien que la pensée nous attend peut-être déjà chaque nuit. Si cela est vrai, alors quand nous nous endormons, entrons-nous réellement dans notre propre esprit, ou mettons-nous le pied dans un paysage partagé que nous n'étions jamais censés nous rappeler? Top 9. L'enregistreur de champs émotionnels. En 1987, une unité de recherche affiliée à la British Society for Psychical Research fut appelée pour enquêter sur une petite ferme abandonnée dans le North Yorkshire. Les habitants avaient signalé quelque chose de difficile à décrire et encore plus difficile à ignorer. Quiconque entrait dans certaines pièces, en particulier un couloir étroit bordé de cadres cassés, ressentait des vagues soudaines de terreur, de vertige et d'une tristesse accablante. Un visiteur s'effondra dès son entrée, insistant sur le fait qu'il entendait un enfant hurler derrière les murs. Au lieu d'écarter l'affaire, comme étant du folklore, l'équipe apporta un instrument spécialisé développé par un groupe de physique expérimental à Cambridge. Il était connu sous le nom d'enregistreur de champs émotionnels, un appareil conçu pour détecter les fluctuations des champs électromagnétiques environnementaux associés à une émotion humaine intense. Contrairement aux détecteurs conventionnels, cette machine utilisait des réseaux de capteurs superposés, combinés à des amplificateurs sensibles à la phase pour identifier ce que les chercheurs appelaient des empreintes affectives résiduelles. L'idée était troublante. Des événements émotionnels, surtout traumatisants, pourraient laisser derrière eux des traces mesurables, incrustées dans l'espace physique. L'équipe plaça des capteurs dans toute la ferme et surveilla l'environnement en continu. Pendant les 3 premiers jours, rien d'inhabituel ne se produisit. Puis, à exactement 2h46 du matin lors de la 4e nuit, l'enregistreur enregistra un pic soudain de cohérence de chant concentré le long du couloir. Au même moment, les températures chutèrent, les instruments analogiques commencèrent à se dérégler, et une caméra positionnée à l'extrémité du couloir captura une brève impulsion de lumière, circulaire, immobile, flottant pendant 2 secondes entières avant de disparaître. Mais l'équipement n'était pas la seule chose à réagir. 2 chercheurs signalèrent une sensation accablante d'être observés, suivie d'images mentales vives qui ne ressemblaient pas à leurs propres souvenirs. L'un d'eux décrivit se tenir dans le même couloir des décennies plus tôt, témoin de la chute d'un enfant dans l'escalier au ralenti. Troublé par la cohérence des rapports, l'équipe consulta les registres historiques locaux. Ce qu'ils trouvèrent correspondait parfaitement aux données. En 1932, un jeune garçon était mort à cet endroit précis après avoir fait une chute depuis le palier supérieur. L'anomalie enregistrée correspondait non seulement au lieu, mais aussi au motif temporel. Chaque nuit, à exactement 2h46 du matin, la même section du couloir produisait des lectures presque identiques, formant une boucle répétitive dans les données de champ. Une fois visualisée, l'anomalie apparaissait comme un motif en spirale, ancré sur le site de l'incident, comme si l'événement lui-même
avaient été imprimés dans la structure de l'environnement. L'équipe proposa une théorie qui remettait en question la compréhension conventionnelle. Les expériences émotionnelles extrêmes pourraient ne pas simplement s'estomper dans la mémoire. Au lieu de cela, elles pourraient s'incruster dans la trame de l'espace, formant ce qu'ils décrivirent comme un réseau émotionnel résonnant. Dans certaines conditions, ce réseau pourrait se réactiver, amenant de nouveaux individus à vivre des fragments de l'événement original. Pas un fantôme au sens traditionnel, mais une rediffusion, un écho encodé dans la réalité elle-même. La nouvelle des découvertes se répandit rapidement, attirant l'attention bien au-delà des cercles académiques. En quelques semaines, la ferme fut rachetée par une entité privée bénéficiant d'un soutien non divulgué. L'enquête fut interrompue et le dispositif fut confisqué lors d'une inspection non planifiée. Les déclarations officielles rejetèrent les résultats comme étant non reproductibles. Pourtant, 2 membres de l'équipe originale auraient construit une version simplifiée de l'enregistreur et l'auraient testé dans d'autres lieux connus pour leur passé violent. Ils trouvèrent des schémas similaires, bien que plus faibles. Dans une cellule souterraine à Édimbourg, les lectures devinrent si intenses que l'appareil subit une défaillance catastrophique. Les données collectées ne furent jamais publiées. Si l'enregistreur de champs émotionnels fonctionnait comme décrit, alors l'expérience humaine ne s'évanouit pas lorsqu'un instant se termine. Elle subsiste, incrustée dans les murs, dans l'air, dans les lieux que nous traversons sans jamais réaliser ce qui y demeure. Et si les émotions peuvent s'imprimer sur l'espace, alors combien d'endroits autour de nous sont en train de rejouer silencieusement des événements que nous ne pouvons pas voir, attendant quelqu'un d'assez sensible ou d'assez équipé pour les ressentir à nouveau? Top 10. L'oscillateur de réalité croisée. En 2009, au cœur d'une installation de recherche financée par des fonds privés et cachée dans le désert du Nevada, une équipe de physiciens et d'ingénieurs de la défense assembla une machine qui disparaîtrait plus tard de tous les registres officiels. En interne, le projet était connu sous le nom de Halcyon Array, mais ceux qui y travaillaient le plus étroitement utilisaient un nom bien plus direct: l'oscillateur de réalité croisée. L'appareil mesurait près de 3 mètres de haut, construit à partir de bobines magnétiques imbriquées, d'anneaux gyroscopiques rotatifs et d'une chambre sphérique centrale suspendue au sein d'une structure électromagnétique complexe. Son but n'était pas d'ouvrir un portail au sens traditionnel, mais de générer des champs de résonance superposés, des fréquences stratifiées si précisément qu'elles pourraient déstabiliser les frontières entre des états de réalité adjacents. Lors de son 3e test, l'oscillateur fut activé pendant exactement 2 minutes et 34 secondes. Au début, les instruments enregistrèrent ce que l'équipe espérait: des anomalies dans les fluctuations du vide, un comportement irrégulier des particules, de subtils changements dans les lectures gravitationnelles locales. Mais l'expérience bascula ensuite dans quelque chose que personne n'avait préparé. À l'intérieur de la chambre, un mannequin scellé entouré de capteurs passifs bougea. Son bras, qui reposait auparavant le long de son corps, fut retrouvé plus tard levé, figé en plein mouvement sur les images enregistrées. Une fissure apparut le long du mur arrière de la chambre. Non pas une cassure causée par la force, mais quelque chose de plus étrange, comme si le béton s'était brièvement replié puis était revenu à son état d'origine. Ce qui suivit s'étendit au-delà de la machine elle-même. Un chercheur surveillant le test se mit à hurler, affirmant avoir vu son propre reflet cligner des yeux indépendamment de son corps. Le dispositif fut immédiatement arrêté, mais les effets ne cessèrent pas. Dans les jours qui suivirent, plusieurs membres de l'équipe signalèrent des troubles de la mémoire. L'un d'eux se rappelait avoir vécu une journée entière dont personne d'autre ne se souvenait. Une autre se réveilla pour trouver les objets dans sa maison réarrangés dans l'ordre inverse. Un changement confirmé plus tard par les images de vidéosurveillance montrant que personne n'était entré ni sorti.
Le récit le plus détaillé vint de l'architecte système du projet, qui décrivit avoir vécu deux réalités à la fois pendant le test. Dans l'une, elle restait dans la salle de contrôle. Dans l'autre, elle se tenait dans un couloir métallique sombre, menant à une vaste salle contenant une version de l'oscillateur qui semblait active, vibrante, de lumière changeante, entourée de figures qu'elle ne pouvait identifier. En moins d'une semaine, l'installation fut évacuée. L'explication officielle cita une instabilité structurelle causée par des interférences électromagnétiques. Pourtant, les images satellites montrèrent plus tard que le site avait été complètement démoli. Aucune étude de suivi ne fut publiée. L'équipe se dispersa dans des rôles du secteur privé et l'architecte principal disparut de la vue du public. Des schémas divulgués révélèrent un dernier détail qui ne fit qu'épaissir le mystère. Les fréquences de résonance utilisées dans l'oscillateur correspondaient à des modèles de vibration théoriques, décrits dans des modèles avancés de dimensions spatiales cachées. Si le dispositif a fonctionné, ne serait-ce que brièvement comme prévu, alors il n'a pas déchiré la réalité. Il a glissé entre ces couches. Et si ce glissement était réel, alors notre univers n'est peut-être pas un espace continu unique, mais une couche parmi tant d'autres, séparée seulement par des fréquences que nous ne comprenons pas encore. Les 10 appareils que vous venez de voir ne sont pas des curiosités isolées, éparpillées dans l'histoire. Ils forment un schéma qui se répète avec une constance troublante. Chaque machine, à sa manière, a tenté de révéler quelque chose au-delà des limites de la perception ordinaire, qu'il s'agisse de l'énergie entourant la vie, de la présence de la conscience sans corps, ou de signaux provenant de dimensions que nous ne pouvons pas voir. Et chaque fois, le résultat a été le même. Silence, suppression, disparition, données scellées, équipements confisqués, chercheurs discrédités ou retirés de la vue du public. La question n'est donc plus de savoir si ces inventions ont existé. La question est de savoir pourquoi elles ont toutes été poussées dans l'ombre. Si ne serait-ce qu'une seule d'entre elles a fonctionné comme décrit, alors notre compréhension de la réalité est incomplète. La conscience peut ne pas être confinée au cerveau. L'émotion peut ne pas disparaître quand un instant se termine. Et les frontières de notre monde peuvent ne pas être aussi solides que nous le croyons. Que se passerait-il si ces technologies étaient étudiées ouvertement, partagées et comprises? Et plus important encore, qu'est-ce que nous ne sommes pas censés voir? Si vous avez trouvé cela aussi troublant que fascinant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Car plus nous allons en profondeur, plus l'invisible commence à nous observer en retour.